Donc Elsa Caboche est en deuxième année de thèse en littérature comparée à l'université de Poitiers. Sa thèse est consacrée aux univers inventés de Borges, Michaud, Calvino, Marc-Antoine Mathieu, François Scheuten et Benoît Peters. Donc Borges, Calvino, Abeille, Scheuten, Peters, Mobius et Winsor McCay. Voilà. Donc sous la thèse dirigée donc, par Denis Mélier. Ces univers donc, sont scrutés, donc, il me semble, donc, toujours du point de vue de la réflexivité en littérature et en bande dessinée, ce qui permet à Elsa de travailler sur des formats et des pratiques narratives très différentes. Elle a déjà participé à 2 journées organisées par Sciences Dessinées, une journée sur la ville, où elle a réfléchi aux espaces urbains doubles construits par les auteurs de son corpus, mais elle a participé également à la journée consacrée à l'engendrement des images, dans laquelle elle a pu évoquer les enjeux théoriques que recouvre ta pratique de dessinatrice et de blogueuse. Elle est aussi l'auteure de l'entrée blog dans le dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée. Donc aujourd'hui, elle présente une intervention consacrée aux figures féminines dans les cités obscures. Merci beaucoup. Oui, d'abord, vous avez peut-être pu voir que par rapport au programme, le titre de ma communication a changé. À l'origine, je devais parler de la représentation des femmes dans les cités obscures et chez le romancier Jacques Abeille, qui est assez peu connu, mais pour vous situer, c'est un romancier qui ferait de Grac un dangereux postmoderne. Donc, voilà. En fait, ce qui m'avait donné l'idée de travailler sur ces 2 auteurs, c'était une ressemblance assez frappante entre 2 passages. Un passage de La Clé des Ombres, qui est un roman de Jacques Abeille, et la bande dessinée Bruxelles, qui fait partie des cités obscures. Et donc, ce qui me frappait, c'était que dans La Clé des Ombres, on a un personnage principal qui est jeune, qui est un petit peu niais, qui est peu séduisant, et il se trouve que absolument tous les personnages féminins du roman s'offrent à lui à un moment ou à un autre, y compris sa vieille logeuse de 70 ans. Donc je me suis demandé d'abord pourquoi cette initiation sexuelle multiple et permanente. Et j'ai donc essayé de mettre des mots sur cette scène particulière qui revient tout le temps chez Jacques Abeille, qui est une scène en fait d'abandon d'un personnage féminin au héros. Et j'ai aussi eu une légère impression de déjà-vu. Alors, ce motif-là, cette scène que j'ai appelée la scène d'abandon au héros, c'est toujours des femmes qui entrent nues dans la chambre d'un héros qui n'a rien demandé à personne, ou qui se déshabillent, qui arrivent nus sous leur manteau, et le héros, à l'origine, qui d'abord n'a pas un potentiel érotique en général très très développé, et qui en plus n'est pas spécialement consentant en général, finit par être d'accord et la nudité suscite le consentement du héros. Bon. Et cette impression, eh bien, en fait, je l'ai eu aussi parce que dans les cités obscures, cette scène, elle survient assez souvent. Ici, vous en avez quelques cas, je les développerai plus tard. Et donc, j'ai voulu étudier les liens entre les deux. Je sais que les auteurs, donc Jacques Abeille connaissent Scheuten, ils ont collaboré. Je suppose qu'il connaît aussi Peters, le scénariste donc, des cités obscures. Et voilà, j'ai décidé de me demander pourquoi il partageait cette fantasmatique de l'abandon des personnages féminins aux héros. Pourquoi d'ailleurs cet abandon se faisait en général à des personnages masculins qui n'ont pas une plastique aussi avantageuse que les personnages féminins. Pourquoi les vêtements des femmes choient-ils avec tant d'insistance devant le héros et pourquoi est-il aussi systématique que la nudité de la femme provoque soudainement le consentement de l'homme? Alors évidemment, le corpus était trop ambitieux et j'ai décidé de me restreindre aux cités obscures, ce qui est déjà en fait assez considérable. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu traiter tout ce que je voulais traiter. Je voulais vous parler des représentations des figurantes, des représentations de groupes de femmes et de certains types de stéréotypes que je n'aurais malheureusement pas le temps d'aborder. Donc au niveau du choix des œuvres, j'ai choisi toutes les œuvres principales de la série des cités obscures, puisqu'il y a beaucoup de hors-série non narratifs. Et j'ai aussi ajouté Souvenir de l'éternel présent, qui est un petit peu particulier parce que c'est une variation libre sur un film de Raoul Servet. Donc les choix scénaristiques que je vais discuter ne sont pas uniquement le fait de Benoît Peters. Et j'ai hésité à ajouter La Douce, qui est le dernier album de Scheuten, qui ne fait pas partie à proprement parler des cités obscures, et qui a été écrit uniquement par François Scheuten. J'en parlerai en fait ponctuellement, mais je pars du principe que cet imaginaire qui tourne autour de la représentation des femmes est commun à Scheuten et à Peters.
Donc voilà, on va voir un petit peu dans le détail. D'abord, quels sont ces personnages féminins? Je ne vais pas tous vous les présenter. Vous remarquerez tout de suite qu'il y a une esthétique, pour ceux qui ne connaissent pas la série des Cités Obscures, dans la plupart des albums, il y a une esthétique rétro-futuriste. On parle assez souvent, donc par exemple, la toute première image correspond aux murailles de Samaris, qui est un album inspiré d'une esthétique Art Nouveau. Et donc dans l'ensemble, il y a un côté très steampunk dans l'ensemble de la série, et on discutera après ce choix esthétique par rapport aux représentations des femmes. Alors, un théoricien a écrit à propos de certaines héroïnes libérées qui sont apparues dans les années 70, comme Barbarella ou Valentina. Ce qui avait constitué une audace va peu à peu se muer en un nouveau conformisme. Il n'y aura bientôt plus d'albums sans quelques scènes déshabillées. D'une misogynie par absence, on va passer à une misogynie de la représentation stéréotypée, tant graphiquement que narrativement. Malgré quelques exceptions, l'image des femmes dans les bandes dessinées reste tributaire de quelques clichés tenaces. La plupart de ces créatures de rêve ont le même visage éthéré, le même corps gracile et toujours disponible, et le même manque de personnalité. Il se trouve que la plupart de ces constats sont parfaitement valables pour les cités obscures, et c'est un problème parce que le théoricien en question, c'est Benoît Peters. Alors, il dénonce ici des clichés qui sont essentiellement liés à l'hypersexualisation des personnages féminins, notamment la marchandisation, et ce que Grunstein a appelé, il a trouvé une expression très juste pour l'érotisation commerciale des personnages féminins, qui sont utilisés comme produits d'appel. Donc ici, évidemment, dans les cités obscures, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est un genre de stéréotype très différent, et d'ailleurs, il y a assez peu de personnages féminins dans les cités obscures qui soient dépourvus de personnalité. Ils ont au contraire une personnalité très très forte. Donc, ce tableau très rébarbatif, c'est une étude à peu près exhaustive de la situation des principaux personnages féminins dans les cités obscures. Alors, j'ai choisi comme critère de sélection le fait que ces personnages féminins interviennent dans le récit de manière significative et qu'ils aient au moins plusieurs prises de parole. J'ai utilisé aussi différents critères pour évaluer leur position, à savoir leur statut narratif, personnage secondaire ou personnage principal. Vous remarquerez qu'il y a très très peu de personnages principaux, en fait il y en a un. La profession, qui me semble indiquer à quel point le personnage est caractérisé, le rôle dans le déroulement du récit. Alors j'ai ajouté un petit peu par dérision le succès de l'album au test d'Alison Bechdel, vous venez d'entendre parler. Vous connaissez la teneur de ce test à peu près ? Oui, donc l'idée étant de savoir s'il y a un personnage féminin dans le récit qui est nommé, s'il discute avec un autre personnage féminin et s'il parle d'autre chose que du héros. Alors c'est un test qui est plutôt proposé par Alison Bechdel comme par dérision, et de fait, dans les cités obscures, la manière dont les œuvres échouent au test d'Alison Bechdel est assez intéressante, puisqu'en général c'est vraiment par défaut absolu d'existence de personnages féminins. Voilà, et donc, bon, vous remarquez que c'est pas brillant. Et enfin, la question est de savoir aussi si ces personnages féminins ont des rapports amoureux ou potentiellement amoureux avec le personnage principal masculin. Alors vous remarquez qu'il y a exactement deux noms, parce que dans un cas, eh bien, c'est une vieille femme assez laide. Dans le deuxième cas, ils n'appartiennent pas au même niveau de récit, et je crois qu'il y a un troisième cas parce que ce sont des enfants. Voilà. Donc quand il peut y avoir rapport amoureux entre le personnage principal féminin ou secondaire féminin et le personnage principal masculin, il y en a. Voilà, donc d'autres constats qu'on peut faire, il y a à peu près un ou deux personnages féminins dans chaque album. En général d'ailleurs, on a un personnage féminin au milieu d'un personnel narratif presque entièrement masculin. Par exemple dans Les Murailles de Samaris, qui est le premier album de la série, paru en 1983, il y a exactement deux personnages féminins, au moins 8 personnages masculins qui interviennent dans le récit de manière significative, et cet album a une autre particularité, parmi les figurants, il y a 2 femmes sur tout l'album, une usagère du train et une passante. Tout le reste, voilà, c'est des hommes. Ce déséquilibre s'atténue un petit peu en fait avec la suite des cités obscures, mais il persiste dans l'album suivant, Urbican. Ensuite, on a un seul personnage féminin à être personnage principal à un moment donné de la série, c'est Marie van Praden, et elle est dans 2 albums, L'Enfant penché et La théorie du grain de sable. Concernant les professions, vous avez remarqué vous-même que la plupart des professions sont traditionnellement associées aux femmes, maquerelles, secrétaires, opératrices téléphoniques, danseuses de cabaret ou prostituées. Elles ont par contre régulièrement un rôle décisif dans le récit, dans le sens où leur intervention fait évoluer l'intrigue de manière déterminante.
Et jusqu'à la théorie du grain de sable, tous les personnages féminins, absolument tous, ont un rapport de type amoureux avec le personnage principal, sauf Ella qui est une enfant, Irina qui n'apparaît que dans un récit enchâssé, et Marie-Jeanne qui est vieille. On a aussi une évolution, c'est le décrochage assez manifeste qui se produit dans les 2 albums où apparaît le personnage de Marie. L'évolution des personnages féminins est aussi associée à d'autres changements. Par exemple, L'Enfant penché, c'est le premier album dont le personnage principal, en plus d'être de sexe féminin, grandit au cours du récit, puisqu'elle a 11 ans au début du récit, 15 ans quand elle rencontre Augustin Desongles, qui devient son amant instantanément, suite à une scène de nudité, je ne vous réexplique pas. C'est aussi le premier album où apparaît un milieu exclusivement féminin qui n'est pas un bordel, c'est un pensionnat de jeunes filles. Et il y a également une évolution graphique dans la représentation des personnages, puisqu'on commence seulement à avoir des plans rapprochés, des plans un petit peu plus variés, une expressivité accrue des personnages. Voilà. Et dans la théorie du grain de sable, vous aurez des personnages féminins qui sont beaucoup plus incarnés, avec des physionomies plausibles et variées, et ce sont même des personnages qui appartiennent à des milieux sociaux différents et qui ont des manières de parler différentes. Donc je vais aborder quelques points spécifiques qui nous permettront de mieux comprendre la représentation des femmes dans les cités obscures. Et pour commencer, la nudité. Plus d'albums sans quelques scènes déshabillées, disait donc un théoricien. Sur les 11 albums, en comptant La Douce, il y en a 9 qui présentent des scènes de nudité. Les exceptions sont La Route d'Armilia, où on voit quand même une femme qui est suspendue à un aspirateur au-dessus du vide avec une robe ouverte jusqu'à la fesse et un décolleté jusqu'au nombril, littéralement jusqu'au nombril, c'est pas une expression. Il y a aussi une femme, dans la théorie du grain de sable, il n'y a aucune scène de nudité. Sur les 9 albums qui comportent des scènes déshabillées, les circonstances sont les suivantes. Dans 4 cas, une scène d'abandon au héros, vous avez déjà vu ce slide, une femme qui se déshabille en étant épiée par le personnage principal, dans au moins 2 cas, une scène impliquant des prostituées, une tentative de viol collectif dans La Douce, qui n'est donc pas normalement dans ce corpus, mais je voulais le mentionner. On a un cas particulier dans L'Enfant penché, où il y a une référence aux nuits académiques, où la médiation artistique, en l'occurrence, justifie la nudité, mais il faut savoir qu'à terme, cette nudité académique finit par être érotisée, puisque Marie, qui a 15 ans à ce moment du récit, prétend vouloir poser pour le peintre Augustin Desongles, pour évidemment s'offrir à lui. En plus, il n'a même pas de matériel sur lui à ce moment-là. Donc dans la plupart des séquences de nudité partielle, puisque là c'est la nudité complète, mais on a aussi beaucoup de nudité partielle, notamment beaucoup de seins, eh bien il n'y a pas de justification narrative à cette incompétence des vêtements à couvrir le corps féminin. Par exemple, Mina ouvre sa fenêtre avant de se déshabiller, ce que nous faisons toutes le matin. Sarah salue son époux en agitant un sein à la fenêtre. Tina perd ses vêtements quand elle tombe, de manière assez saisissante. Elle tombe et quand elle se relève, elle est nue. Toujours. Vous voyez ici aussi. Voilà. Skodra a un pyjama qui ne tient pas en place du tout. Milena montre sa... Ah, j'ai raté Milena. Elle est où Milena? Bon, on ne voit pas Milena, mais Milena montre sa poitrine dans les moments les plus inattendus. Par exemple, quand il s'agit de délester une nacelle. Elle dit « Ah, il faut qu'on enlève très vite les poids lourds !» Et hop, elle arrache son corsage. Donc ce type de nudité grivoise et légère n'appartient absolument qu'aux femmes dans les cités obscures, puisque la nudité des hommes existe, mais elle est différente de la nudité féminine. Alors par contre, je suis un petit peu embêtée parce que ce n'est pas le bon slide. Je vais essayer de vous... en plus, je vais galérer. Donc, je vais essayer de vous remontrer ça. Excusez-moi, je suis tout à fait désolée. Ah oui, c'est pas le bon dossier, d'accord. Ah, on va avoir un problème. Bon, c'est pas grave. Désolée. Hein. Où est-ce que j'ai mis... alors, excusez-moi, je suis vraiment tout à fait navrée. Donc il me manque plusieurs diaporamas, je ne sais pas du tout pourquoi et c'est pas ce que je devais faire.
Bon, donc, je ne peux malheureusement pas vous montrer ces images qui étaient pourtant très parlantes, et en plus c'était précisément le moment où je devais vous montrer des corps masculins nus, ce qui est une rareté dans les cités obscures. Donc, je voulais vous dire que la nudité des hommes existe effectivement, mais dans des scènes de toilette, où on voit en fait une douche, on voit un personnage masculin en train de se doucher, et ce n'est pas du tout érotisé, et on voit également un personnage masculin en train de faire sa toilette dans un baquet, et il est très très gras et il dit lui-même oh là là qu'est-ce que je suis gros en faisant sa toilette. Regarde si elles y sont pas. Bah en fait je pense qu'elles n'y sont pas parce que j'ai eu un bug au moment où je l'ai fait. Non. Non. Tant pis pour moi. Donc je reviens à cette scène du coup. Voilà, donc le corps nu des hommes est représenté de manière assez neutre, soit vraiment très très peu désirable, alors que le corps des femmes... Bon. Ah, c'est pas vrai. F5. Bah oui, mais F5 il m'a affiché l'autre en fait, c'est ça le problème. Il repasse directement sur LibreOffice. Bon, ça m'agace. C'est celui-là que je... Ouais, voilà, je vais fermer ça, ça ira beaucoup mieux. C'est pas vrai? Si tu rouvres le PDF, ça marchera en fait. Mais on n'est pas sur le PDF là? Non, là t'es sur ton sur- PowerPoint. Bon, je suis vraiment désolée. En plus, j'ai perdu du temps. Donc, je voulais aussi vous montrer une autre image, mais que je n'ai pas. Donc, voilà, ça y est. Une autre image que je n'ai pas, où on voit une jeune femme dans la scène de tentative de viol. Et le corps de cette femme, en fait, est représenté, y compris pendant cette scène, de manière très complaisante. Les femmes sont toujours peu corpulentes, jeunes, les fesses et les seins fermes, les jambes longues et fuselées. Et comme dirait l'autre, le même corps éthéré, le même visage éthéré, le même corps gracile est toujours disponible. Voilà, donc on peut aussi éventuellement analyser les scènes d'amour. Donc il me manque encore un slide, je voulais vous montrer que en fait, le corps féminin se présente toujours devant le corps masculin, il le cache en général, et y compris quand un personnage est en train d'essayer de se soustraire à l'étreinte d'un personnage masculin, le personnage féminin est quand même cambré, complaisamment montré en disant « Non, non, je ne veux surtout pas » et en train de s'offrir en même temps. Voilà, donc on en arrive à l'unique exception dans les cités obscures, qui est la seule scène où le corps masculin est mis en valeur d'une manière légèrement érotisée. C'est dans le cadre d'une performance artistique, mais vous constatez que même la dernière image où le corps est effectivement dénudé, la position de la femme est assez ambiguë. Voilà. Donc, la nudité féminine est beaucoup plus fréquente que celle des hommes. Elle est toujours érotisée. Les femmes sont toujours désirables et toujours désirées par des hommes moins désirables. La seule exception, c'est le nu artistique, mais lui aussi, il est cantonné aux représentations féminines. Et il subit toujours tout de même une érotisation. Simplement, ce désir n'est pas complètement dépourvu d'ambiguïté. Puisque les représentations des femmes donc, jouent sur le registre érotique, mais le désir des personnages masculins n'est ni évident ni uniforme. Je vous ai déjà parlé de la fréquence des femmes qui s'offrent à un homme d'abord passif, puis consentant face à la nudité. Et en fait, on a une espèce de constante dans les cités obscures qui est le fait que les femmes attirent les hommes dans une sorte de piège. Donc, Tina attire Constant dans les monceaux de papier administratifs, vous l'avez vu tout à l'heure. Sophie embrasse de force Jeanne Robic. Mina embrasse de force Albert, qui est, vous l'avez vu, incarné par Benoît Peters. Milena piège Giovanni en lui demandant de boutonner sa robe, sachant que Giovanni lui a mis une main aux fesses un petit peu plus tôt. Marie se déshabille devant des ombres. On a le cas particulier de Roland, qui est fasciné par la ressemblance entre la tache que porte Shkodra au bas du dos et le tracé de la frontière de Sodrovno-Voldachi. Donc c'est en l'occurrence juste un géographe amoureux qui tombe amoureux un géographe passionné qui tombe amoureux d'une femme carte. Et donc en somme on a deux grandes familles de femmes dans la cité obscure, celles qui désirent le personnage principal et qui le lui font savoir, celles qui sont à la disposition des personnages masculins parce qu'elles sont des prostituées. Il y a une présence assez marquée des bordels dans L'ombre d'un homme, La fièvre d'Urbicande, La frontière invisible. Et c'est aussi fortement suggéré dans Souvenir de l'éternel présent,
qui se passe à Taxandria, une cité figée dans un éternel présent, comme son nom l'indique, d'où sont bannis les instruments de mesure du temps, les machines et, bien entendu, les femmes, qui vivent dans le jardin des délices, qui est comme ceci. La présence des bordels donc fait partie de certaines représentations sociales qui connotent un imaginaire, de même que les nombreux personnages de notables ventrus et moustachus qu'on trouve dans les cités obscures. Donc peut-être qu'on a ici tout simplement la peinture d'une société patriarcale qui pourrait être assimilable à cette esthétique rétro-futuriste dont je vous parlais plus tôt. La représentation des personnages féminins dans la série est peut-être partiellement liée à un choix esthétique, mais le déploiement narratif des personnages féminins intervient seulement à partir du moment où va se produire une mise à distance réflexive de cette esthétique, c'est-à-dire dans l'enfant penché. C'est l'un des récits les plus steampunk de la série, avec une peinture sociale qui est très précise, et justement, dans cet album, le principal ressort narratif, c'est la manière dont une jeune fille s'extrait de ce carcan social. Donc on a une sous-exploitation des personnages féminins dans l'économie narrative, qui est, à mon avis, à dissocier d'une véritable intention esthétique. Mais tout n'est pas perdu. Il existe dans les cités obscures, à partir de l'enfant penché, une voie possible pour l'émancipation des femmes. D'abord parce que certains stéréotypes sont utilisés à dessein pour prendre une distance avec certaines représentations des femmes auxquelles la série refuse d'adhérer. Donc on a certaines figures de femmes repoussoires qui cependant sont des stéréotypes qui ne sont qu'à moitié mis à distance, puisque vous allez le voir. Donc d'abord on a Rosa, qui est la femme du père de Marie, donc qui est la mère de Marie en fait. Et c'est une épouse, c'est une mère acariâtre et une aristocrate odieuse. Vous avez également en dessous Sarah, qui est une épouse insipide, lâche et superficielle, qui abandonne son mari malade. Vous remarquerez, je ne sais pas si on voit bien, que quand ils dorment, Sarah a sur sa table de chevet un magazine féminin, tandis que monsieur qui sait lire a un livre. Et enfin, mademoiselle Beaujot la mégère. Alors elle veut qu'on l'appelle mademoiselle, on se demande bien pourquoi. Elle est très acariâtre, c'est une vilaine vieille femme, et vous voyez que partout dans les planches où on la voit, j'ai mis des petites flèches pour que vous voyez mieux, elle épie avec toujours le même air les personnages masculins qui sont occupés à des tâches un petit peu plus sérieuses. On a aussi un autre type de figure qui est celle des femmes dangereuses. Clara, que vous avez vu sur la première représentation de tous les personnages féminins, c'est un appât qui se trouve au centre de Samaris et qui sert à attirer et à perdre le personnage principal. Vous avez aussi Sophie dans La fièvre d'Urbicande, qui est une opportuniste puisqu'elle pousse le personnage principal vers une carrière politique dans laquelle il échoue, suite à quoi elle préfère son meilleur ami qui lui a réussi sa carrière politique. Tina, qui est une terroriste, c'est une activiste politique de Bruxelles qui sabote absolument tout ce qu'elle trouve et dont il est précisé à plusieurs reprises qu'elle ne porte pas de culotte. Irina, c'est une ambitieuse, elle oblige des scientifiques à cloner le soleil, ce qui cause le grand cataclysme. Et enfin, Elia, dans La Douce, c'est une meurtrière, elle pousse un homme dans le vide depuis un téléphérique. Donc face au personnage principal qui est souvent peu sûr de lui, assez effacé, on a des personnalités de femmes qui ont toutes les chances d'exercer une fascination considérable sur lui. Il existe aussi dans les cités obscures des femmes de caractère qui ne sont pas dangereuses. Par exemple Milena, celle qui se déshabille dans les nacelles, qui est une figure d'émancipation sexuelle, mais qui rappelle régulièrement que l'homme avec qui elle vit, maître Elias, n'est pas son père, et qu'elle n'a pas d'ordre à recevoir de lui. Elle fait preuve d'un franc-parler gouailleur, et elle se travestit en soldat pour partir en guerre avec Giovanni, le personnage principal. On a aussi Ella, qui est une fillette intrépide dans la route d'Armilia, qui fuit sa condition d'ouvrière en risquant sa vie, et elle est aussi courageuse que les aventuriers qui l'entourent, et elle refuse d'être laissée en arrière. Il y a également Mina, qu'on a vu tout à l'heure, celle avec les cheveux courts qui ouvre les fenêtres et qui se déshabille devant. C'est une jeune femme émancipée, qui est comédienne, qui est une artiste accomplie, et c'est un cas unique dans les cités obscures d'une collaboration artistique d'égal à égal, entre un homme et une femme. Et il y a, bien entendu, Marie, dont je vais reparler dans un instant. Une des fonctions narratives de ces femmes émancipées, c'est d'extraire les personnages masculins d'un environnement étriqué ou de préjugés moraux. Par exemple, Sophie oblige Eugène Robic à passer outre ses préjugés pour visiter la partie défavorisée de la ville. Tina entraîne Constant loin de Bruxelles, et Mina aide Albert à accepter sa différence et sa maladie et à l'exploiter artistiquement. Donc je voulais reparler de Marie, qui est la femme la plus subversive des cités obscures, je pense. Donc on est en 1996 quand paraît L'Enfant penché.
c'est le premier personnage féminin à prendre en charge un récit à la première personne. Vous le voyez ici avec des extraits de son journal. Dès les premières pages de L'Enfant penché, elle analyse ses propres rêves, donc c'est le moment d'introspection le plus direct et le plus intense qu'on ait connu depuis le début de la série. Et c'est un personnage qui se présente d'emblée comme le plus vivant jamais conçu par les auteurs. Elle est littéralement déviante puisqu'elle penche à 45 degrés, ce qui est sa particularité. C'est une très puissante figure de transgression. Elle est en décalage dès le début avec la rigidité de son milieu social, l'aristocratie de la ville de Milos. Elle fuit le pensionnat où on l'enferme, ensuite elle devient employée d'un cirque qu'elle quitte parce qu'elle sent que sa dignité est menacée. Elle participe à une expédition très dangereuse reniée par la majorité de la communauté scientifique, avec un inventeur dissident. Et une fois adulte, elle prend la tête de sa ville à la place de son frère aîné et elle mène une politique très différente de celle que menait son père. Et une fois lassée du pouvoir, elle devient spécialiste des phénomènes inexpliqués. Elle transgresse également l'ordre patriarcal puisqu'elle échappe à la tutelle de son père, ce qui cause très symboliquement la mort de son père. Elle refuse aussi les attouchements de scientifiques et grillards. Et enfin, c'est aussi la première héroïne des Cités Obscures à choisir le célibat, puisque suite à sa relation avec des ombres qui retournent ensuite dans son vrai monde qui est notre monde, elle refuse également les avances de Constant qui est devenu vieux, qu'on retrouve dans la théorie du grain de sable. Et elle se moque de lui clairement quand il lui propose de l'inviter à boire un verre. Donc il semble en fait que ce soit à partir de la création du personnage de Marie que les auteurs prennent conscience du potentiel narratif d'un personnage féminin, mais surtout d'un personnage féminin dont le sexe ne soit pas la principale caractéristique et dont les rapports avec les personnages masculins ne soient pas la principale compétence. Donc pour conclure, j'ai été un petit peu retorse en appliquant la critique de Benoît Peeters à sa propre œuvre. Effectivement, c'est pas très fair-play. Mais cette critique a été formulée en 1993, soit 3 ans avant L'Enfant penché. Alors peut-être, qui sait, que ce court chapitre qui est consacré à la place des femmes dans la bande dessinée marque le début d'une réflexion sur le sujet. Les premiers volumes des Cités Obscures échappent aux critiques les plus courantes sur la marchandisation du corps féminin et l'inconsistance des personnages féminins dans la bande dessinée, mais il faut bien dire que le répertoire de figures féminines utilisé par Skuyten et Peeters est à l'origine extrêmement restreint, puisque les fonctions narratives de ces femmes sont cantonnées au rapport qu'elles entretiennent avec le personnage principal, qui est un homme, et elles sont définies uniquement par leur appartenance au sexe féminin qui valide automatiquement un potentiel érotique. La représentation des femmes dans les Cités Obscures, donc, elles sont très présentes, mais dans des fonctions narratives similaires, à de très rares exceptions près. Et en fait, c'est la médiation du désir masculin qui détermine ces représentations de personnages féminins, à la fois parce que ce désir s'incarne dans des personnages masculins, et parce que l'imaginaire des auteurs met en scène une fantasmatique particulière du corps féminin. Donc on n'a pas affaire ici en fait à une misogynie classique, mais plutôt à une fascination pour cette incroyable entité qu'est la femme, et qui engendre des représentations finalement tout aussi réductrices. On a quand même de l'espoir du côté des nouvelles venues, puisqu'il semblerait que le simple fait d'échapper à l'emprise des personnages masculins ouvre un éventail de possibilités narratives aux personnages féminins. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions parce qu'Isabelle, elle va chercher un intervenant. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ouais, parce que tu dis dans la première BD, par exemple, il n'y a quasiment pas de femmes dans les figurantes. C'est pas fait exprès? C'est pas peut-être une critique déguisée ou je sais pas, tu sais, ça peut arriver. Je me suis posé la question, mais il me semble que non réellement. Ouais. Si tu veux, je sais pas si tu as lu les Murailles de Samaris, il y a un endroit qui est un microcosme exclusivement masculin où apparaît une seule femme. Et effectivement, ça c'est significatif puisque on se rend compte qu'en fait cette femme est vraisemblablement un double d'une personne qui a été enlevée. Donc oui, il est très significatif qu'elle soit mise en valeur ici à ce moment-là dans un environnement totalement masculin. Par contre, parmi les passants, il n'y a quand même absolument aucune raison qu'il n'y ait que des hommes. Et le constat est le même dans La fièvre d'Urbicande. D'ailleurs, dans Urbicande, c'est assez marrant parce que j'ai compté, parmi les figurants, dans la première partie du récit, il y a plus de statues féminines que de femmes. C'est assez... Voilà. Mais ça s'atténue par la suite, ce qui veut dire qu'à mon avis, ils en ont pris conscience. Ouais.
Alors en fait, d'abord, je ne sais pas si cette. J'ai dit qu'il y avait effectivement un clivage au niveau de l'enfant penché, mais finalement, l'album suivant, ou 2 albums après, c'est La frontière invisible, pardon, entre 2002 et 2004, où on revient à des représentations des femmes très passives, très stéréotypées, où les seules femmes sont des prostituées, et la vieille secrétaire acariâtre que je vous ai montrée. Donc finalement, il n'y a pas un renversement. Disons que dans la théorie du grain de sable, on arrive enfin à une espèce de maturité des personnages féminins. Mon hypothèse personnelle de la prise de conscience liée à cet extrait que je vous ai lu, c'est vraiment juste une hypothèse, j'en ai pas de confirmation. Et à mon avis, il n'est pas du tout impossible que les auteurs aient tout simplement reçu des critiques là-dessus, notamment dans les collaborations avec les femmes, puisqu'ils collaboraient notamment avec la photographe Marie-Françoise Plissard, qui a, je crois, été aussi la compagne de Benoît Peeters, je ne suis pas certaine. Et donc il est possible que ces personnages, ces artistes en fait qui entourent Skelton et Peeters aient aussi réagi. Mais franchement je ne sais pas et j'aimerais bien interroger Benoît Peeters là-dessus. Oui. Est-ce que tu penses que ces représentations stéréotypiques sont liées à une fascination pour le dessin du corps féminin? Oui. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y aurait une fascination pour l'architecture, on voit très bien ce que ça peut donner dans les cités obscures. Est-ce que, en fait, voilà. Alors oui, c'est une question qui me passionne à la fois en tant que, parce que j'étudie la bande dessinée et parce que je dessine également. Il y a effectivement chez énormément d'auteurs de bande dessinée une fascination pour le corps féminin et très très nombreux sont les artistes qui te diront que c'est beaucoup plus agréable à dessiner que le corps masculin. Après, dans les cités obscures, il y a une particularité, c'est que Skelton, qui est un virtuose absolu du dessin d'architecture, est relativement mauvais pour les personnages. C'est-à-dire que dans on va dire, la moitié de cette production, la première moitié, les personnages sont complètement hiératiques, n'ont aucune expressivité, c'est épouvantable à lire. La Ruth d'Armilia, c'est 2 enfants et on dirait des vieillards. Enfin, vraiment, c'est au niveau des personnages, par contre, il a beaucoup évolué et sur les derniers albums, c'est devenu beaucoup plus incarné. Et concernant les personnages féminins, il y a effectivement une fascination constante pour la nudité féminine qui est toujours poétisée, qui est toujours quelque chose de pur. Dans la vignette que je voulais vous montrer sur la scène de viol, on a vraiment les hommes qui sont représentés avec beaucoup de hachures sur le corps, etc., qui sont représentés dans des tons très foncés, alors que le corps féminin est représenté en ligne claire. C'est une tache blanche au milieu, une tache blanche offerte, très très belle, toujours des corps absolument parfaits, au milieu des hommes avides. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et autre chose aussi, c'est que je pense qu'en fait les représentations de la nudité féminine sont liées aussi à une culture de la bande dessinée, puisque dans la scène de la paperasse à Bruxelles, il y a un moment où l'un des dessins est clairement le double d'un dessin de Manara. Où en fait on voit Tina Tonero qui est en train de s'affairer pour trouver des papiers et elle est penchée, c'est-à-dire qu'elle est debout, elle ne plie pas les jambes, elle est penchée en avant en offrant ses fesses avec sa robe retroussée sur les hanches, exactement dans la même posture qu'un personnage de Manara. Et donc oui, c'est une question qui me passionne et à laquelle je n'ai pas répondu en fait. Pourquoi, même moi en tant que dessinatrice, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler cet après-midi, mais pourquoi je préfère aussi dessiner des femmes. Voilà. J'ai peut-être juste une petite remarque par rapport à ça. Est-ce que ça peut pas être tout simplement une habitude culturelle? Parce que quand on enseigne le dessin, on a quand même souvent des modèles féminins, beaucoup plus rarement des modèles masculins. Et ce qui fait que même en tant que dessinatrice, on peut s'orienter peut-être plus facilement vers des courbes et vers des habitudes qu'on a eues depuis longtemps, plutôt que justement explorer autre chose. Je pense que c'est à la fois lié à ça, effectivement, et lié au fait que tout simplement les représentations culturelles qui nous entourent valorisent majoritairement le corps féminin, et que donc on a l'habitude, par exemple, d'associer un dessin, d'associer la beauté tout simplement au corps féminin beaucoup plus qu'au corps masculin, et donc considérer qu'une planche sera plus réussie s'il y a une femme nue dedans, tout simplement. C'est vraiment de cet ordre-là. Oui. Moi, c'est juste une remarque pour dire que paradoxalement, c'est Marie von Ratten, c'est paradoxalement le personnage qui a le plus échappé à ses auteurs et qui est devenu presque le plus émancipé, puisqu'elle a un compte Twitter, il me semble qu'elle a un compte Twitter, qu'il y a quelqu'un qui écrit sous son nom, et du coup paradoxalement c'est quand même le personnage féminin, même si c'est le personnage féminin le plus émancipé dans les cités, c'est quand même c'est un personnage féminin qui est le plus émancipé de toutes les cités obscures, et pas un personnage masculin qui est...
Oui, c'est vrai. Je trouve ça assez significatif et il me semble que les auteurs ont un rapport particulier à Marie, dont ils parlent toujours comme d'une personne. Effectivement, donc pour la petite anecdote, si certains d'entre vous ne la connaissent pas, la première apparition de Marie von Ratten a été associée à un courrier d'une lectrice de Schouten et Peters qui leur a dit voilà, je suis Marie von Ratten, j'habite à Milos, etc. Et qui a commencé à entretenir avec eux une correspondance en disant qu'elle écrivait depuis les cités obscures. Effectivement, c'est un personnage qui a cette particularité qui aussi, je pense, le fait qu'elle a 11 ans au début du récit fait que le fait de la voir grandir a causé un attachement vraiment très concret des auteurs à ce personnage-là. Et à mon avis, il y a aussi une autre chose à prendre en compte. Elle a fait l'objet d'un album pour enfants. Donc elle a une incarnation même éditoriale qui est beaucoup plus variée que les autres personnages des cités obscures. Merci beaucoup. Merci.